Ma mère m'a toujours appris que le père de mon meilleur ami était un monstre. Quand j'ai découvert la vérité, je la lui ai racontée, mais elle a essayé de me faire taire et de nous faire déménager. Alors j'ai creusé encore plus profondément, et j'ai découvert le secret le plus dérangeant que je n'oublierai jamais. J'avais 12 ans quand Brian est arrivé dans ma classe. Il était grand, faisait du sport, il aurait dû être apprécié et populaire, mais au contraire, toute la classe est devenue livide dès qu'il est entré. Même la professeure a pâli. J'étais clairement la seule à ne rien comprendre. Je me suis assise à côté de lui pendant le déjeuner quand même. Et tout le monde, y compris Brian lui-même, m'a lancé un regard bizarre. « Tu veux vraiment être mon ami ?» m'a-t-il demandé, tout étonné. On a passé la journée entière à s'éclater. Je n'avais aucun ami à l'époque, alors je suis rentrée chez moi tout excitée à l'idée de raconter à ma mère celui que je venais de me faire. Mais quand je lui ai dit son nom, son visage est devenu blanc. « Éloigne-toi de ce garçon. Lui et son père sont des monstres. Ils ont frappé et envoyé leur mère à l'hôpital. » J'étais choquée. Le lendemain matin, maman m'a emmenée à l'école au lieu de me laisser marcher. Elle est allée droit vers ma professeure et lui a murmuré quelque chose qui a fait hocher la tête à Madame Squelch d'un air sombre. Quand j'ai essayé de m'asseoir près de Brian en classe, Madame Squelch a déplacé ma place. J'ai jeté un coup d'œil à Brian depuis l'autre côté de la salle, et je l'ai vu presque au bord des larmes. Pendant la récréation, il est resté seul près de la clôture tandis que tous les autres jouaient. Et après l'école, j'ai compris pourquoi. Le père de Brian est arrivé, et toute la zone de récupération s'est vidée d'un coup. Les parents ont attrapé leurs enfants et ont presque couru vers leur voiture. Une mère a même dit à sa fille, « Ne le regarde pas, chérie. » Le père de Brian restait simplement assis là, la tête baissée, pendant que Brian montait dans la voiture. Tout le monde les traitait comme s'ils étaient horribles, mais quelque chose n'allait pas. Le père de Brian glissait toujours des barres de céréales en plus dans le sac de Brian pour les enfants qui avaient oublié l'argent du déjeuner, et Brian restait volontairement après les cours pour aider les élèves en situation de handicap. Impossible que ce soit cette famille-là qui ait frappé leur propre mère. Puis arriva le jour où j'ai compris qui était vraiment Brian et son père. Je rentrais chez moi en comptant les $50 que ma grand-mère m'avait donnés pour mon anniversaire quand 3 élèves de 4e m'ont encerclé. « Regardez le petit riche », a dit le plus grand, avant de me pousser au sol. Ils ont attrapé mon argent et l'un d'eux m'a donné un coup de pied dans les côtes. Je me suis recroquevillée en attendant la suite, quand soudain ils se sont tous dispersés en courant. Le père de Brian se tenait là, sans toucher personne, juste debout. « Ça va, gamin ?» m'a-t-il demandé avant de m'aider à me relever. Il m'a raccompagnée chez moi sans dire grand-chose de plus. Quand j'ai raconté à maman ce qui s'était passé, elle a complètement explosé. « Il t'a approché ? Et s'il t'avait emmené quelque part ?» Elle a appelé l'école immédiatement. Un abuseur connu a confronté mon fils, ne cessait-elle de répéter. Le lendemain, toute l'école était au courant. Le principal a envoyé un email interdisant au père de Brian d'entrer sur la propriété de l'école. Les parents l'ont partagé sur Facebook en l'appelant un prédateur qui rôdait autour des enfants. À l'école, Brian avait l'air détruit. Il est resté la tête posée sur son bureau presque toute la journée. Quand j'ai essayé de lui glisser un petit mot pour remercier son père de m'avoir aidé, il me l'a rendu aussitôt. « S'il te plaît, non » a-t-il murmuré. « Tu rends les choses encore pires pour lui. » 2 semaines plus tard, j'ai vu Brian pleurer dans la bibliothèque. Il essayait de le cacher, mais ses épaules tremblaient. Je me suis assise quand même. « Ils ont tagué « prédateur » sur sa voiture, m'a-t-il dit. Il a perdu son boulot à cause de ça. On risque de perdre notre appartement. Il s'est essuyé les yeux violemment. Tout le monde le déteste, mais personne ne sait rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ai-je demandé. À l'école, Brian avait l'air détruit. Il est resté la tête posée sur son bureau presque toute la journée. Quand j'ai essayé de lui glisser un petit mot pour remercier son père de m'avoir aidé, il me l'a rendu aussitôt. « S'il te plaît, non » a-t-il murmuré. « Tu rends les choses encore pires pour lui. » 2 semaines plus tard, j'ai vu Brian pleurer dans la bibliothèque. Il essayait de le cacher, mais ses épaules tremblaient. Je me suis assise quand même. « Ils ont tagué « prédateur » sur sa voiture, m'a-t-il dit. Il a perdu son boulot à cause de ça. On risque de perdre notre appartement. Il s'est essuyé les yeux violemment. Tout le monde le déteste, mais personne ne sait rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ai-je demandé. Brian a regardé autour de lui pour s'assurer qu'on était seuls. Puis il a lâché la bombe. Il s'avère que lui et son père n'ont jamais frappé leur mère. En fait, c'était l'inverse. C'était leur mère qui les frappait. Elle lançait des bouteilles, fracassait des casseroles, des assiettes, utilisait des briquets. Brian a encore une marque de brûlure dans le dos à cause d'elle. Alors pourquoi c'est ton père qu'on accuse, lui ai-je demandé. C'est là qu'il s'est effondré en larmes. Il m'a révélé que sa mère, en plus de les frapper, menaçait sans cesse son père. Si jamais il partait et prenait Brian avec lui, elle raconterait à tout le monde que c'était lui l'agresseur. J'ai senti mon visage pâlir. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, a dit Brian en pleurant. Quand papa m'a pris et qu'on est enfin parti, elle l'a traîné devant les tribunaux et elle a menti sur tout. Alors pourquoi tout le monde dit que vous êtes coupable ? Parce que ce sont tous des idiots incapables de faire une recherche Google. Il a alors sorti son téléphone et m'a montré quelque chose qui a complètement changé tout ce que j'avais cru à leur sujet. Il m'a montré des captures d'écran de rapports de police, de documents judiciaires et de dossiers médicaux.
Il y avait des photos d'échymose sur les bras de son père, un rapport d'hôpital datant du jour où sa mère lui avait lancé une bouteille en verre à la tête, et plusieurs demandes d'ordonnances restrictives que son père avait déposées puis retirées. Les dates remontaient à des années. Brian faisait défiler photo après photo, chacune me retournant l'estomac un peu plus. J'ai attrapé son téléphone et j'ai commencé à prendre des photos avec le mien. Brian a essayé de m'arrêter, mais j'ai secoué la tête. Les gens doivent voir ça. Non. Brian a arraché son téléphone. Tu ne comprends pas. Elle va empirer les choses. Elle le fait toujours. La cloche a sonné et nous avons dû aller en cours. Je n'arrivais à me concentrer sur rien. Chaque fois que je regardais Brian, recroquevillé sur son bureau, je repensais à ses photos, à son père assis dans sa voiture, avec cette peinture en bombe qui le traitait de prédateur, à la façon dont tout le monde, y compris ma propre mère, avait cru au mensonge. Après l'école, maman m'attendait dans la file de voiture. Elle m'a à peine laissé monter avant de commencer. J'ai entendu dire que tu parlais avec ce Brian dans la bibliothèque. Qu'est-ce que je t'ai dit? Maman, tu ne comprends pas, pas de discussion. Tu restes loin de lui. Elle a agrippé le volant encore plus fort. Son père est dangereux. Toute la communauté le sait. Mais s'il se trompait? J'ai sorti mon téléphone. Et si je pouvais te montrer? Maman a freiné sec au feu rouge et s'est tournée vers moi. Quelle que soit la petite histoire triste qu'ils t'ont racontée, je ne veux pas l'entendre. Les abuseurs prétendent toujours être des victimes. Toujours. En rentrant, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai trouvé l'affaire judiciaire en ligne. Les documents publics montraient que la mère de Brian avait obtenu la garde exclusive au début, mais que Brian avait choisi de vivre avec son père quand il avait eu 12 ans. C'est là qu'elle avait déposé les accusations d'abus. Le timing semblait très suspect. J'ai créé un document sur mon ordinateur pour tout organiser, les photos du téléphone de Brian, la chronologie des procédures, le fait que le père de Brian n'avait jamais été condamné pour quoi que ce soit, seulement accusé. J'étais plongée dans mes recherches quand maman est apparue dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réduit la fenêtre. Des devoirs. Elle s'est avancée et l'a rouverte. Son visage est passé de la confusion à la fureur en quelques secondes. Tu as pris des photos de leurs fausses preuves? Tu es devenu fou? Ce n'est pas faux. Regarde les dates. Regarde, supprime ça. Maintenant. Comme j'hésitais, elle m'a arraché mon téléphone. Je garde ça jusqu'à ce que tu apprennes à faire de meilleurs choix. Et tu es consigné. Pas d'ordinateur sauf pour les devoirs, et je vérifierai. Les jours suivants ont été un véritable supplice. À l'école, j'essayais de glisser des mots à Brian, mais les professeurs nous séparaient constamment. Les élèves se mettaient à chuchoter quand je passais. C'est le gamin qui traîne avec le fils de l'abuseur, ai-je entendu quelqu'un dire. J'ai commencé à utiliser les ordinateurs de la bibliothèque pendant la pause déjeuner. La bibliothécaire, Madame Chen, ne faisait pas très attention tant qu'on restait silencieux. J'ai creusé encore plus dans les dossiers publics. La mère de Brian, Catherine, avait un passé chargé, 2 anciennes demandes d'ordonnance restrictive de la part d'ex-petits amis, une arrestation pour agression dans un bar, tout ça avant même qu'elle ne rencontre le père de Brian. J'étais en train d'imprimer des pages quand quelqu'un s'est raclé la gorge derrière moi. Madame Patterson, la bénévole la plus fouineuse de tout le quartier, se tenait là, les bras croisés. Tu ne devrais pas être à la cantine? J'ai attrapé les feuilles et les ai fourrées dans mon sac. Je finissais juste mes devoirs. Cet après-midi-là, maman m'attendait dans le bureau du principal quand on m'a appelé. Madame Patterson était assise à côté d'elle, l'air triomphant. Le principal Morrison a levé les pages imprimées. Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais des recherches sur des ordonnances restrictives pendant les heures de cours? Le visage de maman était fermé comme de la pierre. On en discutera à la maison. Le trajet en voiture a été silencieux jusqu'à ce que nous arrivions dans l'allée. Puis maman a explosé. Madame Patterson m'a tout raconté. Tu es obsédée par l'idée de défendre ces gens. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez tout le monde d'autre? Ai-je crié, vous détruisez une famille innocente parce que vous êtes trop borné pour regarder les preuves. J'ai grimpé les escaliers en furie et j'ai claqué la porte. Depuis ma fenêtre, je voyais la maison de Madame Patterson de l'autre côté de la rue. Elle était probablement déjà en train d'envoyer des messages aux autres mamans au sujet de mon comportement inquiétant. Le lendemain à l'école, c'était pire. Les élèves s'écartaient quand je m'asseyais. Ma table habituelle à la cantine était soudain pleine. Même les professeurs me regardaient autrement. Brian a croisé mon regard dans le couloir et a articulé silencieusement, « Je suis désolé ». J'ai mangé tout seul dans une cabine des toilettes, en réfléchissant à ma prochaine étape. Maman m'avait pris mon téléphone et limité l'accès à mon ordinateur, mais elle ne pouvait pas m'empêcher d'utiliser les ressources de l'école. Il fallait juste que je sois plus malin. Au cours de la semaine suivante, j'ai mis en place une petite routine. Je me proposais pour aider les professeurs après les cours, puis j'utilisais leurs ordinateurs quand ils sortaient un moment. J'ai découvert plus d'informations sur Catherine. Elle avait été renvoyée de 3 emplois pour conflits interpersonnels. Ses réseaux sociaux, avant de devenir privés, étaient remplis de diatribes contre des ex-petits amis qui l'auraient trahi. Brian a commencé à me laisser des petits mots dans les livres de la bibliothèque, de brèves mises à jour sur son père. Encore perdu un entretien dès qu'ils ont tapé son nom sur Google.
Le propriétaire veut qu'on parte avant la fin du mois. Papa ne mange plus. Il dit que la nourriture devrait être pour moi. Chaque mot me mettait davantage en colère. J'ai commencé à tout consigner dans un carnet que je cachais dans mon casier. Preuve, date, lien. Je construisais un dossier. Puis maman a découvert que j'utilisais les ordinateurs après les cours. La fille de Madame Patterson m'avait vue et l'avait répété. Maman s'est pointée à l'école, furieuse. J'en ai assez, a-t-elle dit au principal Morrison. Je suis inquiète de l'influence que cette famille a sur mon fils. Il ment, il se cache, il est obsédé par eux. Le principal Morrison hocha gravement la tête. Nous avons remarqué des changements dans son comportement également. Je veux être sûre que mon fils n'aura aucun contact avec Brian à l'école. Nous ferons de notre mieux pour surveiller la situation. Ils ont modifié mon emploi du temps pour que je ne voie plus Brian. Ils m'ont mis dans une autre période de déjeuner. Une conseillère d'orientation a commencé à me sortir de cours pour des entretiens où elle me demandait comment je me sentais et si je voulais parler de mes récentes décisions. Mais il ne pouvait pas m'empêcher de réfléchir. De planifier. De savoir qu'ailleurs dans la ville, Brian et son père souffraient parce que tout le monde préférait les mensonges confortables à la vérité inconfortable. Un jour, j'ai vu le père de Brian au supermarché. Il achetait le pain le moins cher et un pot de beurre de cacahuète. Ses vêtements paraissaient trop grands, comme s'il avait perdu du poids. Quand il m'a aperçu, il a détourné rapidement le regard et s'est dirigé vers la caisse. Je l'ai suivi dehors. Monsieur Davison, il s'est arrêté sans se retourner. Tu ne devrais pas me parler. Ça empirera la situation pour toi. Je connais la vérité. Brian me l'a montré. Ses épaules se sont affaissées. La vérité ne compte pas quand personne ne veut l'entendre. Je veux aider. Il s'est enfin tourné vers moi. Ses yeux étaient cernés de rouge, épuisés. Tu es un bon gamin, mais reste loin de nous, pour ton propre bien. Il est monté dans sa voiture, où l'insulte Predator restait encore visible sous une couche de peinture bon marché. Ce soir-là, maman est entrée dans ma chambre avec son ordinateur portable. Je veux te montrer quelque chose. Elle ouvrit le groupe Facebook des parents. Publication après publication à propos du père de Brian, je l'ai vu rôder près de l'aire de jeu. Il a suivi ma fille dans le magasin. Pourquoi n'est-il pas encore en prison? Ce sont des mensonges, dis-je. Il ne fait qu'exister, et ils font passer ça pour un crime. 300 parents ne peuvent pas tous avoir tort. Maman referma l'ordinateur portable. J'essaie de te protéger. Cet homme te manipule à travers son fils. C'est toi qui te fais manipuler par des ragots et par la peur. Ça suffit. Maman se leva. J'ai pris des rendez-vous avec une thérapeute, quelqu'un qui est spécialisé dans les enfants influencés par des individus dangereux. Mon sang se glaça. Tu penses que je suis endoctrinée? Je pense que tu es perdue, et je vais arranger ça. Elle me laissa seule avec ma colère. Il construisait des murs autour de moi, essayant de me forcer à abandonner Brian et son père. Mais les murs ne m'avaient jamais arrêté auparavant. Tard dans la nuit, j'entendis maman au téléphone. Oui, je suis très inquiète. Il est obsédé par le fait de prouver leur innocence, il prend des photos de soi-disant preuves. Je crois qu'ils ont vraiment réussi à lui rentrer dans la tête. Je reconnus ce ton prudent. Elle construisait son propre dossier, me faisant passer pour quelqu'un d'instable. Obsédé, manipulé, le même manuel que Catherine avait utilisé contre le père de Brian. Je fixais mon plafond, en pensant que tout le monde croyait l'histoire parce que c'était plus simple que de la remettre en question. Parce que les larmes d'une mère au tribunal étaient plus convaincantes que les dénégations silencieuses d'un père. Parce qu'une fois qu'un récit était établi, le changer signifiait admettre qu'on s'était trompé. Et personne ne voulait admettre qu'il avait contribué à détruire une famille innocente. Mais j'avais du temps. J'avais de la détermination. Et surtout, j'avais la vérité. Il pouvait me prendre mon téléphone, restreindre mon accès à l'ordinateur, me séparer de Brian à l'école. Il pouvait chuchoter à mon sujet, m'isoler, même m'envoyer en thérapie. Mais il ne pouvait pas changer ce que je savais. Le père de Brian était innocent. Brian souffrait. Et d'une manière ou d'une autre, j'allais le prouver à tout le monde, même si cela signifiait devenir une paria moi-même. Même si cela voulait dire me battre contre ma propre mère, même si toute la ville se retournait contre moi. Parce que parfois, la vérité mérite qu'on devienne le méchant dans l'histoire des autres. Le lendemain matin, je me réveillai avec un plan. C'était risqué, probablement idiot, et ça allait sans doute me causer encore plus d'ennuis. Mais dans le dernier mot de Brian, il avait écrit qu'ils avaient 2 semaines avant l'expulsion. 2 semaines pour tout changer. 2 semaines pour exposer les mensonges de Catherine. 2 semaines pour sauver la famille de mon ami. Je m'habillai pour aller à l'école, embrasser maman comme si de rien n'était, et me préparer mentalement pour la guerre. Il pensait m'avoir brisé avec l'isolement et les menaces de thérapie. Il n'avait aucune idée de ce dont j'étais capable quand je savais que j'avais raison. Le rendez-vous chez la thérapeute était fixé à jeudi. 3 jours pour agir. Je suis entrée au collège ce matin-là avec mon cahier glissé sous ma chemise, sachant que la fille de Madame Natterson surveillerait chacun de mes gestes. Pendant le premier cours, j'ai demandé la permission d'aller aux toilettes et je me suis plutôt glissée dans la salle informatique. La pièce était vide, à l'exception d'un élève de 5e qui travaillait sur un projet.
Je me suis connectée à un ordinateur dans le coin et j'ai ouvert les profils de Catherine sur les réseaux sociaux en utilisant un faux compte que j'avais créé des semaines auparavant. Ces publications d'il y a 3 ans montraient une toute autre image que celle de la mère éplorée que tout le monde voyait aujourd'hui, des photos dans des bars, des coups de gueule furieux contre les hommes, bons à rien, et un post particulièrement révélateur. Certaines personnes doivent juste apprendre leur leçon à la dure. J'obtiens toujours ce que je veux, au final. Je pris des captures d'écran et les envoyai à un nouveau compte avant que la sonnerie ne retentisse. En retournant en classe, je remarquai que Brian n'était pas à sa place habituelle. Son bureau restait vide. À l'heure du déjeuner, j'ai trouvé son mot dans notre livre habituel. Papa s'est effondré hier, il ne mange plus assez. L'hôpital refuse de l'admettre. Pas d'assurance. On dort dans la voiture maintenant. Mes mains tremblaient en le lisant. Ils vivaient dans leur voiture alors que Catherine, elle, s'installait sûrement confortablement dans la maison que le père de Brian avait payée. Je devais agir plus vite. Après les cours, j'ai dit à maman que je restais pour un tutorat de maths. Elle vérifierait plus tard avec la prof, mais ça me laissait 1 heure. J'ai couru jusqu'à la bibliothèque municipale, à 6 pâtés de maison. Là-bas, les ordinateurs n'exigeaient pas de connexion scolaire. Je faisais mes recherches depuis 20 minutes quand Catherine est entrée. Elle ne ressemblait en rien à la femme brisée des photos du tribunal, vêtements de créateur, manucure fraîche, démarche assurée. Elle se dirigea directement vers le rayon fiction, et je me suis accroupie derrière mon écran. Mon cœur battait à tout rompre pendant qu'elle fouillait les étagères, jetant parfois un regard autour d'elle. Était-ce une coïncidence, ou quelqu'un lui avait-il parlé de mes visites à la bibliothèque? Elle est repartie au bout de 10 minutes, mais je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'elle m'avait aperçue. J'ai rangé mes affaires et pris un autre chemin pour rentrer, en coupant par le parc. Maman m'attendait sur le perron. Le tutorat de maths s'est terminé il y a 1 heure. J'ai marché avec des amis. Madame Patterson t'a vu à la bibliothèque. Elle leva son téléphone, affichant une photo de moi devant l'ordinateur. Elle s'inquiète que tu continues d'enquêter sur cette famille. Je suis resté silencieux pendant qu'elle me faisait entrer dans la maison. Le rendez-vous chez la thérapeute ne pouvait pas arriver assez vite pour elle. Cette nuit-là, j'ai entendu des voix qui se disputaient en bas. Papa était rentré de son voyage d'affaires, et maman était en train de tout lui raconter. Il est obsédé, Tom. Il prend des photos de documents, il fait des recherches sur la mère, il les défend sans arrêt. On pourrait peut-être l'écouter, dit papa calmement. Et s'il y avait autre chose dans cette histoire? Pas toi aussi. La voix de maman monta d'un cran. Cet homme est dangereux. Toute la communauté le sait. La communauté s'est déjà trompée, répondit papa. Ils ont continué à se disputer. Mais moi, j'avais un peu d'espoir. Papa avait toujours été plus logique, moins influencé par les rumeurs. Peut-être que je pourrais le convaincre. Le lendemain matin, Brian n'était toujours pas à l'école. J'ai entendu des profs dire qu'il manquait depuis 3 jours maintenant. Il doit avoir trop honte de revenir, après ce que son père a fait, dit l'un d'eux. J'avais envie de hurler qu'il se trompait complètement, mais je me suis tue. Qu'il croit que j'avais abandonné. Pendant l'heure de bibliothèque, j'ai trouvé un mot dans notre livre, mais ce n'était pas l'écriture de Brian. Arrête de fouiller ou ton ami en paiera le prix. Catherine savait. Elle savait que j'enquêtais sur elle. Mes mains tremblaient quand j'ai rangé le mot dans ma poche. Tout cela dépassait désormais les histoires de parents et les ragots d'école. Après les cours, j'ai convaincu papa de passer en voiture devant l'ancien appartement de Brian. La voiture n'était pas sur le parking. On a vérifié 3 autres parkings avant que je ne la repère derrière un supermarché. Le père de Brian était affaissé sur le siège conducteur, et Brian était recroquevillé à l'arrière. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié. Regarde-les. Est-ce que cet homme a l'air dangereux pour toi? Papa est resté silencieux un long moment. Retourne dans la voiture, a-t-il fini par dire. Mais au lieu de rentrer à la maison, il a tourné vers le supermarché. Il a acheté 2 sacs de provisions et un poulet rôti encore chaud. Reste ici, m'a-t-il dit. Je l'ai regardé s'approcher de leur voiture et frapper doucement à la vitre. Le père de Brian s'est réveillé en sursaut, la peur dans les yeux, mais papa a simplement levé les sacs. Ils ont parlé quelques minutes. Le père de Brian secouait la tête encore et encore. Finalement, papa a posé les sacs sur leur capot et est revenu vers la voiture. Il ne voulait pas les prendre au début, a dit papa alors qu'on repartait. Il disait qu'il ne voulait pas de charité. Je lui ai répondu que ce n'était pas de la charité, juste un père qui est d'un autre père. Cette nuit-là, papa et maman se sont encore disputés, mais cette fois, j'ai entendu papa dire. Et si on se trompait, Janet? Et si on était en train de détruire une famille innocente? Le jeudi arriva beaucoup trop vite. Le cabinet de la thérapeute sentait les bougies à la vanille et chaque mur était couvert d'affiches inspirantes. Dr Reeves ressemblait exactement à ce que j'imaginais, lunettes cerclées de métal, sourire compatissant, carnet ouvert devant elle. Votre mère m'a dit que vous défendez un camarade dont le père a un passé inquiétant, commença-t-elle. Je choisis mes mots avec soin. J'ai vu des preuves que l'histoire que tout le monde croit pourrait ne pas être vraie. Parfois, quand on tient à quelqu'un, on veut croire le meilleur de lui, répondit-elle doucement. Mais cela peut nous aveugler face aux signaux d'alarme. Et si les signaux d'alarme pointaient vers la mauvaise personne? On a tourné en rond pendant 1 heure. Elle insinuait que j'étais manipulée.
Je répliquais avec des faits. Elle parlait de faire confiance au jugement de la communauté. Je rappelais que les communautés s'étaient déjà trompées. À la fin, elle avait l'air frustrée. J'aimerais le voir chaque semaine, dit-elle à maman. Il montre des signes d'opposition et de défiance. Génial. Maintenant, j'avais une étiquette. Vendredi matin, j'ai retrouvé Brian à l'école. Il avait l'air affreux, vêtements froissés, yeux creusés, mains qui tremblaient légèrement. Ça va? Lui ai-je murmuré en passant. Il secoua imperceptiblement la tête. Elle a appelé papa hier. Elle a dit qu'elle retirerait l'ordonnance d'éloignement si on revenait. Papa a dit non. Elle s'est mise en colère. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien, pour l'instant. C'est ça qui me fait peur. Pendant le déjeuner, j'utilisais l'ordinateur d'une prof pendant qu'elle était en réunion. Je lui avais dit que je devais imprimer des devoirs. À la place, je me connectais au compte email où j'enregistrais toutes les preuves. Il y avait un nouveau message. Aucun nom d'expéditeur, juste, on t'avait prévenu. En pièce jointe, une photo de moi à l'ordinateur de la bibliothèque, prise par derrière. Catherine m'avait observé ce jour-là. Mon vieux téléphone, celui que j'avais caché dans mon casier, vibra soudain. Un message d'un numéro inconnu. Ton ami a l'air fatigué. Dormir dans des voitures est tellement dangereux. Tout peut arriver. Je fis une capture d'écran de la menace et l'ajoutai à mon dossier de preuves. Catherine devenait de plus en plus audacieuse. Cet après-midi-là, le principal Morrison me convoqua dans son bureau. Maman était là, accompagnée de Madame Patterson et de 2 autres parents bénévoles. Nous sommes inquiets de ton comportement, commença Morrison. Plusieurs parents ont signalé t'avoir vu rechercher des informations privées sur une famille de notre communauté. J'essaie de les aider, répondis-je. En répandant des mensonges, s'indigna Madame Patterson en se penchant vers moi. Cette pauvre femme a déjà assez souffert sans que tu viennes salir son nom. Est-ce que l'un de vous a seulement regardé les preuves? Demandai-je. Ou est-ce que vous préférez juste croire ce qui vous arrange? Le visage de maman devint écarlate. Tu t'excuses. Maintenant. Pourquoi? Avoir posé des questions? La réunion se transforma rapidement en chaos. Ils parlèrent de suspension, de limiter mon accès aux ordinateurs de l'école, d'augmenter les séances de thérapie à 2 fois par semaine. Je restai silencieux, les laissant organiser ma punition pendant que Brian et son père dormaient dans leur voiture. Ce soir-là, j'entendis maman au téléphone avec Catherine. Je suis vraiment désolée pour ce que mon fils a fait. Oui, on s'en occupe. Non, il ne vous dérangera plus. Bien sûr, si jamais il y a autre chose. Elle s'excusait auprès de l'abuseur, promettant de me faire taire. J'avais envie de hurler. Samedi matin, papa m'emmena me faire couper les cheveux. En route, il dit doucement. Je suis repassé devant cette supérette hier soir. Ils sont toujours là, parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Il soupira. Ta mère veut bien faire. Elle essaie de te protéger. Me protéger de quoi? D'aider des innocents? Papa resta silencieux longtemps. Montre-moi tes preuves. Je le fixai, incrédule. Vraiment? Je suis prêt à regarder. Mais si je ne suis pas convaincu, tu laisses tomber. Marché conclu? J'ai accepté immédiatement. Ce soir-là, pendant que maman était à son club de lecture, j'ai tout montré à papa. Les photos que Brian m'avait données, les documents du tribunal, les publications de Catherine sur les réseaux, sont passées avec les injonctions d'éloignement, les messages de menace. Papa analysait tout, lentement, méthodiquement. Et à chaque nouvelle page, son visage se crispait un peu plus. C'est solide, dit-il enfin. Alors, tu me crois? Je crois surtout qu'on ne nous a pas raconté toute l'histoire. Il se frotta le visage, préoccupé. Il m'a attaqué, disait-elle, la voix tremblante juste assez pour paraître crédible, mais suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Il a fait irruption chez moi en hurlant. J'ai essayé de le calmer mais, il a perdu le contrôle. Des élèves poussèrent des exclamations choquées. Quelques filles portèrent la main à leur bouche. Des professeurs couraient en tous sens pour tenter de rétablir l'ordre, mais moi, je ne pouvais qu'observer. Rien de tout cela n'avait de sens. Le père de Brian? Attaquer Catherine? Impossible. J'avançai jusqu'à ce qu'un policier me barre la route. Reculez, s'il vous plaît. Mais je pouvais toujours voir le visage de Brian rouge, gonflé, brisé. Quand nos regards se croisèrent, une nouvelle vague de larmes coula sur ses joues. Il secoua faiblement la tête, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Que ce n'était pas vrai. Que tout était orchestré. Puis Catherine se tourna, m'apercevant. Son expression changea si subtilement que j'aurais presque cru l'avoir imaginé, un éclair de triomphe derrière son air de victime blessée. Elle abaissa le mouchoir d'un geste étudié, révélant une petite traînée de sang. Juste assez pour rendre son histoire crédible. C'est elle, demanda un policier à voix basse. La fille dont vous avez parlé? Catherine tamponna son nez une nouvelle fois. Oui. C'est à cause d'elle qu'il est venu m'attaquer. Je lui ai dit que j'étais inquiète pour son comportement et il a explosé. Mon estomac se retourna violemment. Elle me piégeait. Encore une fois. Avant que je puisse prononcer un mot, la voix de mon père fendit l'air comme un coup de tonnerre. C'est ma fille.
Il arriva en courant depuis le parking, toujours dans sa tenue de boulanger, le tablier couvert de farine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'entraînez là-dedans? Le policier leva une main. Monsieur, nous recueillons seulement des témoignages. Calmez-vous, s'il vous plaît. Mais mon père me regardait déjà, vraiment regardait, et son visage se décomposa. C'était la contre-attaque de Catherine. Elle n'avait pas trouvé de preuves dans ma chambre comme elle l'espérait. Alors elle avait créé une nouvelle crise. Tout se bousculait dans ma tête tandis que la scène devenait floue autour de moi. Les radios des policiers grésillaient, les élèves chuchotaient, Brian sanglotait, Catherine pressait ce fichu mouchoir sur son nez. Puis j'entendis quelque chose de glacé, quelque chose qui ne m'était destiné qu'à moi, porté par un souffle discret lorsqu'elle passa près de moi escortée par les agents. La curiosité est dangereuse, ma chérie, murmura-t-elle sans bouger les lèvres. Tu aurais dû laisser tomber. Un frisson me traversa la colonne vertébrale. Parce que je venais de comprendre quelque chose d'horrifiant. Ce n'était plus pour m'effrayer. C'était la guerre. Mais ta mère n'acceptera jamais ça. La communauté non plus. Ils sont trop investis dans leur version de l'histoire. Alors on les laisse souffrir? Je n'ai pas dit ça. Papa sembla pensif. Mais il va falloir être intelligent. Catherine sait clairement que tu enquêtes sur ces menaces. On devrait aller voir la police. Avec quoi? Demandai-je. Elle était prudente. Rien de suffisamment direct pour qu'il puisse agir. Le téléphone de papa sonna. Maman appelait pour dire que le club de lecture se terminait plus tôt que prévu. Il m'aida rapidement à cacher toutes les preuves. On trouvera une solution, promit-il. Mais sois prudent. Ne fais rien de stupide. Le dimanche passa calmement. Trop calmement. Aucune note de Brian. Aucune menace de Catherine. Ce calme me rendait nerveux. Lundi matin. Tout explosa. En arrivant à l'école, je vis des voitures de police sur le parking. Les élèves étaient regroupés par petits cercles, murmurant avec excitation. Je me frayais un chemin jusqu'à ce que je puisse finalement voir ce qui se passait. Le père de Brian était menotté. Brian se tenait à côté d'une voiture de police, les larmes coulant sur son visage. Catherine était là aussi, tenant un mouchoir ensanglanté contre son nez, parlant vivement à un officier. Il m'a attaqué, disait-elle. Je voulais juste parler de notre fils, et il est devenu fou. Je compris immédiatement ce qui s'était passé. Elle l'avait provoqué, d'une façon ou d'une autre, peut-être s'était-elle blessée elle-même puis avait appelé la police. La tactique classique d'un abuseur, provoquer une réaction, puis jouer la victime. C'est faux, criai-je en m'avançant. Elle ment. Un policier m'arrêta. Reste en arrière, garçon. Mais j'ai des preuves. C'est elle l'abuseuse, pas lui. Les yeux de Catherine croisèrent les miens par-dessus l'épaule de l'officier. Elle sourit légèrement, un sourire de triomphe. Ils firent monter le père de Brian dans la voiture de police. Brian essaya de le suivre, mais Catherine attrapa son bras. Tu rentres à la maison avec moi, mon chéri. Là où tu appartiens. Non. Brian tenta de se dégager. Je ne veux pas aller avec toi. C'est mon fils, dit Catherine aux officiers. J'ai la garde. Il est juste confus parce que son père lui a mis des idées en tête. Ils forcèrent Brian à partir avec elle. Je restais là, impuissant, tandis qu'elle l'entraînait vers sa voiture, sa main serrée autour de son bras. Il se retourna vers moi, terrifié. À la maison, je racontai tout à mon père. Il appela immédiatement un ami avocat, mais les nouvelles n'étaient pas bonnes. Avec la nouvelle accusation de Catherine, le père de Brian serait probablement détenu au moins une nuit. Et avec l'ordonnance de garde actuelle, Catherine avait parfaitement le droit de reprendre Brian. Il nous faut les menaces qu'elle t'a envoyées, dit mon père. Elle montre qu'elle préparait tout ça. Mais quand je vérifiais mon téléphone caché, les messages avaient disparu. D'une manière ou d'une autre, elle les avait supprimés à distance. J'avais encore les captures d'écran dans mon email, mais est-ce que quelqu'un y croirait? Cette nuit-là, je restais éveillée en pensant à Brian dans cette maison avec elle. Est-ce qu'elle le blessait? Est-ce qu'il allait bien? Mardi matin, Brian n'était pas à l'école. J'entendis des professeurs dire que Catherine avait appelé pour expliquer qu'il était traumatisé et qu'il avait besoin de temps pour se réadapter. Je savais très bien ce que ça voulait dire. Elle le gardait prisonnier. À l'heure du déjeuner, je me faufilais dehors. Je savais que j'avais promis à mon père de ne rien faire de téméraire, mais je ne pouvais pas laisser Brian là-bas. Je courus les 8 pâtés de maison jusqu'à la maison de Catherine. Les rideaux étaient tirés, mais j'entendais des cris à l'intérieur, puis un fracas, puis la voix de Brian, haute et affolée. S'il te plaît, maman. Je suis désolée. J'appelais le 911 depuis mon téléphone caché. Je crois que quelqu'un est en train de se faire blesser au 438 Maple Street. J'entends des cris et des objets qui se cassent. J'attendis derrière un arbre jusqu'à ce que la police arrive. Ils frappèrent à la porte et Catherine ouvrit, parfaitement calme. Officier, y a-t-il un problème? Nous avons reçu un appel pour une dispute. Oh, ça devait être la télévision. Je regardais un film d'action. Désolée si c'était trop fort. Ils l'ont cru. Ils l'ont vraiment cru. J'avais envie de hurler que Brian était là-dedans. Probablement blessé. Mais je savais qu'ils appelleraient juste mes parents. Après leur départ, Catherine sortit sur le perron et regarda directement vers l'endroit où je me cachais. Je sais que tu es là, chanta-t-elle d'une voix douce. Brian veut te dire quelque chose. Brian apparut dans l'embrasure de la porte.
Même de loin, je pouvais voir la marque rouge sur sa joue. Arrête d'essayer d'aider, dit-il d'une voix morte. Tu empires, et tout. Laisse-nous tranquilles. La main de Catherine était posée sur son épaule, serrant fort. Il lisait un script. Je le savais. Je courus jusqu'à l'école, arrivant juste au moment où la pause déjeuner se terminait. Ma prof me nota en retard, mais je m'en fichais. Je devais agir. Cet après-midi-là, je pris une décision. Si les adultes ne voulaient pas écouter l'épreuve, peut-être qu'ils écouteraient Brian lui-même. Je commençai à enregistrer des vidéos sur mon téléphone caché, documentant tout. Les dates, la chronologie, les menaces que j'avais capturées avant leur suppression. Je m'appelle Narrator, dis-je, et je suis sur le point de vous dire la vérité sur Catherine Davison. Je mis la vidéo en ligne sur YouTube ce soir-là, puis je partageai le lien anonymement dans le groupe Facebook des parents. En 1 heure, elle avait 50 vues, puis 100. Puis maman fit irruption dans ma chambre. Qu'est-ce que tu as fait? La vidéo était déjà en train d'être débattue dans le groupe. Certains parents me traitaient de menteur, mais d'autres commençaient à poser des questions. Pourquoi un gamin de 12 ans inventerait-il tout ça? Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Tu es privé de sortie pour une durée indéterminée, dit maman. Pas d'école, pas de sortie, rien tant que tu n'auras pas retiré cette vidéo. Pardon? Répliquai-je. Non. Punis-moi toute ta vie si tu veux, mais cette vidéo reste en ligne. Papa apparut dans l'embrasure de la porte. Janet, tu l'as regardée? Je n'ai pas besoin de regarder des mensonges sur cette pauvre femme. Moi, je l'ai regardée, dit papa calmement. Et je pense que nous devons envisager que notre fils dise peut-être la vérité. Ils ont argumenté pendant 1 heure. Maman a accusé papa d'encourager mes illusions. Papa a rappelé les preuves que j'avais présentées. Finalement, maman a quitté la maison en claquant la porte, disant qu'elle irait chez sa sœur jusqu'à ce que cette famille retrouve la raison. Mercredi matin, la vidéo avait atteint 2000 vues. Les commentaires affluaient. Certains me traitaient de morveux, mais d'autres partageaient leurs propres histoires de fausses accusations, ou expliquaient à quel point il était difficile pour les hommes victimes d'abus d'être crus. Puis Catherine a contre-attaqué. Une nouvelle vidéo est apparue sur la page Facebook des parents. Des images de surveillance d'un magasin montrant que je la suivais, à la bibliothèque. Une autre où l'on me voyait, rôder, devant sa maison. Elle les avait montées en supprimant tout contexte, me faisant passer pour quelqu'un d'obsédé et dangereux. Cet enfant dérangé harcèle ma famille, écrivait-elle. Son père devrait être enquêté pour avoir encouragé ce comportement. J'ai peur pour ma sécurité et celle de mes fils. La foule s'est retournée contre nous immédiatement. Des parents exigeaient des mesures. Certains demandaient que mon père soit renvoyé pour avoir encouragé le harcèlement. D'autres voulaient que je sois internée. Le principal Morrison a appelé mon père. J'étais suspendue indéfiniment, en attendant une évaluation psychologique. Les séances de thérapie devenaient obligatoires, plus facultatives. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat du père de Brian a vu ma vidéo. Il a appelé mon père cet après-midi-là. La vidéo de votre fils est la première véritable aide que nous recevons, a-t-il dit. Accepterait-il de témoigner sur ce qu'il a vu? Il a 12 ans, a répondu mon père. Et toute la communauté s'est déjà retournée contre lui. Je comprends, mais cette vidéo pousse des gens en dehors de votre communauté à se poser des questions. Parfois, il suffit de ça, une fissure dans le récit. Et maintenant, ma propre famille s'effritait aussi. Mais la vidéo était toujours en ligne, toujours en train de se propager. Peut-être qu'elle atteindrait quelqu'un qui pourrait vraiment aider. Jeudi apporta une avancée, de la source la plus inattendue. Une femme nommée Sarah avait commenté ma vidéo. Catherine Davison était ma colocataire à la fac. Tout ce que dit ce gamin correspond parfaitement à ce que j'ai vu. Elle a envoyé son ex-petite amie à l'hôpital, puis a convaincu tout le monde qu'il était l'agresseur. J'ai des photos. J'ai tout capturé avant que Catherine ne puisse faire supprimer quoi que ce soit. Mais Sarah a fait bien plus que commenter. Elle a appelé le commissariat où le père de Brian était détenu. Elle a appelé les chaînes d'infos locales. Elle a appelé n'importe qui accepterait de l'entendre. Je me suis tue il y a 20 ans, dit-elle à un journaliste. Je ne referai pas cette erreur. Dès vendredi, des fissures apparaissaient dans l'histoire de Catherine. Les vidéos de surveillance qu'elle avait publiées commençaient à être remises en question. Pourquoi filmait-elle un enfant? Comment avait-elle des images provenant de plusieurs endroits différents? Elle avait un enregistrement soigneusement monté à partir d'un message vocal qu'il lui avait laissé, lui demandant de laisser Brian retourner à l'école. Le patron de mon père l'a convoqué. Il y aurait une enquête. En attendant, mon père était suspendu avec salaire. Je suis désolée, lui ai-je dit ce soir-là. J'ai tout gâché. Non, a dit mon père d'une voix ferme. Tu as défendu la vérité. Ce n'est jamais une erreur. Même si cela nous a coûté cher. Maman n'était toujours pas rentrée. Elle avait envoyé un message à mon père disant qu'elle ne reviendrait pas tant que je n'aurais pas cherché de l'aide pour mon obsession. Notre famille était fracturée, tout comme celle de Brian. Le samedi, j'ai passé la journée à actualiser les statistiques de la vidéo. 50 000 vues maintenant. Des médias commençaient à la reprendre. La vidéo d'un garçon du coin relance le débat sur la crédibilité des victimes d'abus. Lisait un titre. La section des commentaires était un champ de bataille. Les partisans de Catherine me traitaient de monstre. Mais de plus en plus de gens partageaient leurs propres histoires. Des hommes qui avaient été victimes d'abus et jamais crus.
Des enfants qui avaient vu leur père détruit par de fausses accusations. Le récit était en train de changer. Puis Sarah a republié. Cette fois, elle avait de la vidéo. Une vieille séquence de caméscope datant de l'université où Catherine avouait avoir menti au sujet de son petit ami. Il allait me quitter, disait Catherine dans la vidéo granuleuse. Alors j'ai fait en sorte que personne ne le croirait quand il essaierait. Le pistolet fumant. Je l'ai téléchargé immédiatement, puis sauvegardé partout où je pouvais imaginer. C'était la preuve dont tout le monde avait besoin. Mais Catherine a tenté une dernière manœuvre désespérée. Samedi soir, elle a publié sur Facebook que Brian s'était enfui. Mon fils perturbé a été tellement endoctriné par les mensonges de son père qu'il a quitté notre maison. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. La police a lancé une alerte. Toute la ville s'est mise à chercher Brian. Catherine jouait à la perfection le rôle de la mère désespérée, allant même jusqu'à donner une interview en larmes aux infos locales. Je savais mieux que ça. Brian ne s'enfuirait jamais. Il n'avait nulle part où aller, ce qui signifiait que Catherine avait fait quelque chose. Qu'elle l'avait caché quelque part pour rendre son histoire crédible. J'ai appelé la police avec ma théorie, mais ils m'ont écarté. Le garçon qui a fait la vidéo n'est pas une source crédible, ont-ils dit. Alors j'ai fait la seule chose qui m'est venue à l'esprit. Je suis passée en direct sur les réseaux sociaux. Brian Davison ne s'est pas enfui, ai-je dit à la caméra de mon téléphone. Sa mère le cache quelque part. Elle l'a déjà fait auparavant. Les preuves de Sarah le prouvent. Brian est en danger. S'il vous plaît, que quelqu'un l'aide à le retrouver. La vidéo en direct s'est propagée plus vite que tout ce que j'avais jamais publié. Les gens ont commencé à partager la photo de Brian, mais pas avec le récit de Catherine. Ils la partageaient avec des avertissements, ce garçon pourrait être retenu contre son gré par sa mère. Les informations ont afflué. Quelqu'un avait vu la voiture de Catherine près d'une propriété abandonnée à l'extérieur de la ville. Un autre avait signalé des bruits étranges provenant d'un box de stockage qu'elle louait. La police, confrontée à une pression publique croissante, a dû enquêter. Ils ont retrouvé Brian enfermé dans le box de stockage de Catherine, avec un sac de couchage et un peu d'eau. Elle lui avait dit que s'il sortait, elle appellerait son père. La nouvelle est tombée dimanche matin. Catherine a été arrêtée. Brian était sain et sauf, traumatisé, mais physiquement indemne. Les images de la police menottant Catherine tandis qu'elle hurlait au complot ont fait le tour des réseaux. Mais la véritable réhabilitation est arrivée lorsqu'ils ont réexaminé les dossiers médicaux de Brian avec un regard neuf. Le schéma était clair, des blessures compatibles avec des mauvais traitements. Toutes datant d'avant la séparation de ses parents, toutes survenues lorsqu'il vivait principalement avec Catherine. Le père de Brian a été immédiatement libéré. Les charges ont été abandonnées. La vidéo de leur retrouvaille, Brian courant dans les bras de son père, est devenue virale. La communauté, qui les avait condamnés, a été forcée d'affronter une vérité dérangeante. Ils s'étaient trompés. Ils avaient choisi des mensonges confortables plutôt que des preuves inconfortables. Ils avaient failli détruire une famille innocente parce qu'il était plus facile de croire aux larmes d'une mère que de remettre en question le récit présenté. Certains se sont excusés. Le principal Morrison a personnellement appelé pour lever ma suspension et l'interdiction de Brian et de son père d'entrer à l'école. Madame Patterson, étonnamment, s'est présentée chez nous avec une casserole et des excuses en larmes. Mais d'autres se sont entêtés, affirmant que Catherine était toujours la véritable victime, que nous avions tous été dupés. Le groupe Facebook des parents s'est divisé en factions. Des amitiés ont pris fin. La communauté, autrefois si unie dans sa haine, était désormais fracturée par la vérité. Maman est rentrée dimanche soir. Elle est restée longtemps dans l'embrasure de ma porte avant de parler. Je me suis trompée, dit-elle simplement. J'étais tellement concentrée sur l'idée de te protéger que j'ai refusé de voir ce qui se trouvait juste devant moi. Tu faisais ce que tu pensais être juste, ai-je répondu. Non, elle a secoué la tête. Je faisais ce qui était facile, croire ce que tout le monde croyait parce que remettre ça en question était trop difficile. Notre famille commença à guérir lentement. Les séances de thérapie que le docteur Reeves avait exigées devinrent des séances familiales où nous travaillions réellement sur tout ce qui s'était passé. Brian et son père trouvèrent un nouvel appartement grâce à une cagnotte GoFundMe que Sarah avait lancée. La même communauté qui les avait rejetés donna maintenant des milliers pour les aider à repartir à zéro. À l'école, les choses étaient différentes. Certains élèves me traitaient comme un héros. D'autres murmuraient que j'étais un fauteur de troubles qui avait détruit une famille. Brian et moi mangions ensemble à midi, sans plus nous soucier du regard des autres. Merci, me dit-il un jour, de ne pas avoir abandonné, même quand ça t'a tout coûté. Tu aurais fait la même chose pour moi, répondis-je. Je ne sais pas si j'aurais été assez courageux, admit-il. Te dresser seul contre tout le monde? Continuer à te battre quand ta propre famille s'est retournée contre toi? Ça, c'était du vrai courage. Le procès de Catherine n'aurait lieu que dans plusieurs mois, mais sa réputation était déjà détruite. La vérité avait enfin rattrapé les mensonges qu'elle avait si soigneusement construits. Elle avait perdu son fils, sa liberté, et la sympathie qu'elle avait utilisée comme une arme pendant si longtemps. Mais la vraie victoire n'était pas sa chute. C'était le sourire de Brian qui revenait. C'était son père retrouvant un nouvel emploi sans que des murmures le suivent partout. C'était une communauté qui apprenait lentement que, parfois, la vérité est plus complexe que l'histoire qu'on préfère croire. Moi aussi, j'ai appris quelque chose. Dire la vérité n'est jamais facile. Ça te coûte des amis, ça divise des familles, ça te fait douter de tout.
Mais quand tu sais que tu as raison, quand la vie de quelqu'un est en jeu, tu continues, même si cela signifie devenir le méchant dans l'histoire de tout le monde. Parce que parfois, c'est ce que les héros doivent faire. Lundi matin fut chaotique. L'audience d'urgence pour la garde avait été fixée à 14 heures. Mais Catherine n'allait pas se laisser abattre sans se battre. Elle avait engagé 3 avocats et lancé une offensive médiatique dans la nuit, apparaissant dans des émissions du matin pour affirmer qu'elle était persécutée par une foule en ligne. Je regardais depuis ma chambre tandis qu'elle pleurait à la télévision, expliquant que son ex-mari dérangé avait monté leur fils contre elle. Elle brandissait des captures imprimées de ma vidéo, les qualifiant de harcèlement. L'animateur acquiesçait avec sympathie tandis que Catherine se dépeignait comme une victime de cyberharcèlement. Papa frappa à la porte de ma chambre. L'avocat veut te préparer pour ton témoignage. Tu te sens prêt? J'ai hoché la tête, même si mes mains tremblaient. Poster des vidéos en ligne, c'était une chose. Faire face à Catherine au tribunal, c'en était une autre. Nous avons rencontré l'avocat du père de Brian, Maître Chen, dans son bureau. Il avait l'air épuisé, mais déterminé. Ta vidéo a tout changé, m'a-t-il dit. Mais l'équipe de Catherine va essayer de te discréditer. Ils diront que tu n'es qu'un gamin manipulé. Qu'est-ce que je dois dire? La vérité. Reste sur les faits, pas les opinions. Et quoi qu'il arrive, ne les laisse pas te déstabiliser. Brian était là aussi, assis entre son père et une assistante sociale. Il avait meilleure mine que la dernière fois que je l'avais vu chez Catherine, mais il gardait encore des ombres sous les yeux. L'assistante sociale notait quelque chose chaque fois que Brian bougeait. Il m'évalue, m'a murmuré Brian quand elle est sortie. Pour voir si mon père me souffle quoi dire. Le tribunal était bondé. Des parents de l'école remplissaient les bancs, divisés en 2 camps bien distincts. Madame Patterson était assise derrière Catherine, tandis que, étonnamment, Madame Chen de la bibliothèque se tenait de notre côté. Les caméras des chaînes locales attendaient devant le tribunal. Catherine entra, parfaitement maîtrisée, vêtue d'un tailleur strict, tamponnant délicatement ses yeux avec un mouchoir. Elle avait même apporté des accessoires, un album photo de moments heureux avec Brian, qu'elle serrait contre elle d'un geste théâtral. La juge, une femme sévère nommée Rodriguez, déclara l'audience ouverte. Les avocats de Catherine prirent immédiatement la parole pour tenter d'exclure mon témoignage, me présentant comme un enfant émotionnellement instable, nourrissant une obsession malsaine. Votre honneur, lança l'un d'eux, ce garçon a harcelé ma cliente, diffusé des vidéos diffamatoires et encouragé une campagne de haine contre une mère protectrice. Maître Chen se leva. Votre honneur, ce garçon a mis au jour des preuves d'un abus systématique que les autorités ont manqué. Son témoignage est essentiel. La juge Rodriguez me fixa longuement. Je l'autoriserai, dit-elle enfin. Mais je surveillerai attentivement tout indice de manipulation. Catherine témoigna la première. Elle était douée. Vraiment douée. Elle pleura au moment parfait, sa voix se brisant lorsqu'elle décrivit le tempérament violent du père de Brian et les années de peur qu'elle prétendait avoir endurées. Elle montra des photos d'échymoses soigneusement recadrées pour masquer leur ancienneté. Je voulais seulement protéger mon fils, sanglota-t-elle. Elle sanglotait, répétant que le père de Brian l'avait monté contre elle. Puis vint le contre-interrogatoire. Maître Chen ouvrit l'ordinateur portable et lança la vidéo de Sarah. Mademoiselle Davison, reconnaissez-vous votre propre voix disant « Je me suis assurée que personne ne le croirait quand il essaierait ?» Le visage de Catherine devint livide. C'est sorti de son contexte, balbutia-t-elle. J'étais jeune, dramatique. Étiez-vous dramatique aussi lorsque vous avez enfermé votre fils dans un box de stockage? Je le protégeais. Il allait s'enfuir chez son père. En l'emprisonnant, répondit sèchement Maître Chen. Les avocats de Catherine objectèrent sans cesse, mais le mal était fait. Son masque se fissurait. Brian témoigna ensuite. Sa voix était faible, mais étonnamment ferme lorsqu'il montra à la juge ses cicatrices de brûlure et expliqua le schéma d'abus. À plusieurs reprises, Catherine tenta d'accrocher son regard, murmurant « Je t'aime » à chaque fois que la juge détournait les yeux. Elle nous faisait du mal, puis elle pleurait en disant que c'était de notre faute, expliqua Brian. Elle disait que si on racontait quoi que ce soit, on m'emmènerait pour toujours. Puis ce fut mon tour. Mes jambes étaient en coton lorsque je pris place à la barre. Catherine me fixait avec une haine pure. Son avocat attaqua immédiatement. N'est-il pas vrai que vous n'avez aucun ami, à part Brian? J'ai des amis, répondis-je. Mais Brian était votre premier véritable ami, n'est-ce pas? Vous auriez fait n'importe quoi pour garder cette amitié? Je me rappelais les conseils de Maître Chen, sans tenir aux faits. J'ai vu des preuves d'abus. Je les ai signalées. Vous voulez dire que vous avez vu ce que Brian voulait que vous voyiez? Vous avez pris des photos sans permission, harcelé ma cliente? J'ai enquêté sur la vérité. Vous avez 12 ans. Qu'est-ce qui vous qualifie pour enquêter sur quoi que ce soit? Je me redressai. Avoir 12 ans ne me rend pas stupide. Ça veut juste dire que les adultes pensent qu'ils peuvent me mentir. Un murmure stupéfait parcourut la salle. Le visage de l'avocat vira au rouge. Votre honneur, cet enfant est tire. La juge Rodriguez l'interrompit. Continuez, jeune homme. Alors, je leur ai tout raconté. La chronologie, les preuves, les menaces de Catherine. Astérisque astérisque, ces avocats n'arrêtaient pas de s'opposer, mais je restais calme, factuel. Quand ils ont montré les vidéos de soi-disant filature, j'ai expliqué le contexte que Catherine avait soigneusement découpé.
Elle savait que je rassemblais des preuves, alors elle a voulu en fabriquer elle aussi, ai-je dit. Mais elle a dû les éditer, parce que la vérité ne soutenait pas son récit. Pendant une pause, Catherine m'a coincée dans le couloir pendant que mon père était aux toilettes. Petit morveux, a-t-elle sifflé. Tu as tout détruit. J'ai reculé, mais elle a continué d'avancer. Brian ne te pardonnera jamais. Tu as anéanti notre famille. Non, ai-je répondu assez fort pour que d'autres entendent. C'est toi qui l'as détruite. Moi, j'ai juste montré à tout le monde comment. Un huissier est apparu, et Catherine s'est aussitôt retransformée en mère éplorée. Mais plusieurs personnes avaient vu la scène. Quand l'audience a repris, 3 parents m'ont demandé à témoigner. Ils faisaient partie du cercle rapproché de Catherine, mais commençaient à douter. Une mère a raconté comment Catherine lui avait dicté ce qu'elle devait publier dans le groupe Facebook. Une autre a révélé que Catherine lui avait demandé de mentir au sujet d'une prétendue apparition du père de Brian près de l'aire de jeu. Je croyais aider, a murmuré la femme, honteuse. Elle paraissait tellement convaincante. Les avocats de Catherine tentaient de s'organiser, mais de nouvelles fissures apparaissaient de partout. Les dossiers médicaux qu'elle avait fournis furent analysés par un expert, qui releva plusieurs incohérences. Les photos de Bleu furent examinées et révélées comme datant de plusieurs années, bien avant la séparation. À 4 heures de l'après-midi, l'histoire de Catherine s'était complètement effondrée. Mais il lui restait une dernière carte à jouer. Votre honneur, dit-elle en se levant, ignorant les tentatives de son avocat pour la retenir. Si vous donnez Brian à son père, je me tuerai. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Son sang sera sur vos mains. La salle d'audience explosa. Brian se mit à pleurer. Son père essaya de le calmer pendant que Catherine se lamentait dramatiquement. La juge Rodriguez abattit son marteau. Mademoiselle Davison, vous venez de proférer une menace d'auto-agression pour manipuler cette cour. Huissier, veuillez escorter Mademoiselle Davison pour une évaluation psychiatrique. Non. Catherine se jeta vers Brian, mais les officiers la maîtrisèrent. C'est mon fils. Vous ne pouvez pas me l'enlever. Pendant qu'on l'entraînait hors de la salle, elle hurla en ma direction. C'est de ta faute. C'est toi qui as fait ça. La juge prononça une suspension d'audience pour permettre à chacun de se calmer. Dans le couloir, les parents qui avaient soutenu Catherine semblaient sous le choc. Madame Patterson s'approcha de moi, hésitante. Je vous dois des excuses, dit-elle doucement. J'en étais tellement sûre. Je veux dire, c'est une mère. Les mères peuvent être des abuseuses, aussi, ai-je répondu. Elle eut un mouvement de recul, mais acquiesça. J'ai aidé à répandre ces mensonges sur le père de Brian. Je ne sais pas comment réparer ça. Commencez par dire la vérité, ai-je suggéré. Lorsque l'audience reprit, la juge Rodriguez prononça son verdict. Garde d'urgence attribuée au père de Brian, dans l'attente d'un examen complet. Catherine devrait subir une évaluation psychiatrique et ne bénéficie que de visites supervisées, uniquement si elles étaient jugées sûres. Cette cour reconnaît également le courage extraordinaire d'un jeune garçon qui a défendu la vérité malgré un coût personnel considérable, dit-elle en me regardant. Les adultes ont failli à protéger Brian Davison. Un enfant de 12 ans, lui, ne l'a pas fait. À la sortie du tribunal, les journalistes se ruèrent immédiatement. Papa me protégea de son corps, mais j'entendais leurs questions. Qu'est-ce que ça fait d'être un héros? Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer à vous battre? Je n'étais pas un héros. J'étais juste un gosse qui ne supportait pas de voir une injustice se dérouler sous ses yeux. Ce soir-là, le téléphone n'arrêta pas de sonner. Chaîne d'infos, talk shows, tout le monde voulait l'histoire. Papa les refusa tous. Tu as déjà assez donné, dit-il. Maman s'assit près de moi sur le canapé. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. Et je suis désolée de ne pas t'avoir écouté. Tu essayais de me protéger, mais pas de la bonne personne. Elle baissa les yeux. J'avais tellement peur du monstre que tout le monde décrivait, que je n'ai pas vu le vrai monstre, juste là, sous nos yeux. Le mardi, je suis retournée à l'école. Astérisque astérisque, les couloirs avaient une autre atmosphère. Les élèves me regardaient, chuchotaient, mais ce n'étaient plus seulement des regards hostiles. Certains hochaient la tête avec respect. D'autres pensaient toujours que j'étais le fauteur de troubles qui avait détruit une famille. Brian était là aussi. On s'est assis ensemble à la cafétéria, en ignorant les regards insistants. Mon père a un entretien d'embauche, me dit-il. Un patron a vu le reportage et a dit que quelqu'un qui a survécu à tout ça mérite une chance. C'est génial. C'est dans un autre état, ajouta Brian, plus bas. Papa pense qu'on a besoin d'un nouveau départ. Mon cœur se serra. Après tout ce qu'on avait traversé, j'allais quand même perdre mon meilleur ami. Et, si jamais il a le poste? Demandai-je. Le mois prochain, peut-être, répondit-il. Le reste de la semaine sembla irréel. Catherine avait été libérée sous caution, mais l'ordonnance lui interdisait d'approcher Brian et son père. Elle s'était immédiatement rabattue sur les réseaux sociaux, clamant qu'elle était persécutée, mais son soutien s'était évaporé. Même ses avocats s'étaient discrètement retirés de l'affaire. Le principal Morrison organisa une assemblée sur les dangers des jugements hâtifs et l'importance des preuves. Il ne mentionna pas directement la famille de Brian, mais tout le monde savait pourquoi il parlait de ça. Certains professeurs, ceux qui avaient été les plus durs avec Brian, devinrent soudain beaucoup trop gentils avec lui, ce qui rendait tout encore plus gênant. Le patron de papa le rappela au travail plus tôt que prévu, s'excusant pour la suspension. Nous devions enquêter sur la plainte, dit-il. Mais il est clair maintenant qu'il s'agissait de harcèlement.
Petit à petit, notre famille retrouva son rythme. Maman et papa faisaient attention l'un à l'autre, reconstruisant la confiance morceau par morceau. Les séances de thérapie imposées par la Dr Reeves devinrent réellement utiles une fois qu'elle comprit la véritable situation. Tu as fait preuve d'un courage moral remarquable, me dit-elle. Mais c'est normal d'être en colère pour tout ce que cela t'a coûté. Et j'étais en colère. En colère contre les adultes qui avaient cru des mensonges si facilement. En colère contre le système qui avait presque laissé Catherine gagner. En colère que faire ce qui était juste ait failli détruire ma propre famille aussi. Vendredi après-midi, Sarah appela. Elle prenait l'avion pour assister au procès pénal de Catherine. Je voulais te remercier, dit-elle. Pendant 20 ans, j'ai porté la culpabilité d'être restée silencieuse. Tu m'as donné une chance de réparer cela. Tu as aidé à sauver Brian. On l'a fait ensemble, répondis-je, mais c'est toi qui as commencé. Un gamin de 12 ans a eu plus de courage que moi à 22, murmura-t-elle. Ce week-end-là, le groupe Facebook des parents explosa. Des captures d'écran filtrèrent, montrant les messages privés de Catherine où elle dictait quoi publier. Certains parents se retournèrent les uns contre les autres, se disputant pour savoir qui était le plus fautif. Le groupe finit par fermer complètement. Madame Patterson en créa un nouveau, axé uniquement sur des informations vérifiées. Elle me demanda de l'aider à le modérer. Je refusai. J'en avais assez des drames de parents. Le père de Brian obtint le poste. Ils allaient déménager dans l'Oregon dans 3 semaines. Nous passions chaque jour après l'école ensemble, essayant de condenser des années d'amitié en quelques jours. Je reviendrai te voir, promit Brian. Et puis il y a les appels vidéo. Ce n'est pas pareil. Non, admis-il, mais c'est mieux que d'être coincé avec elle. L'évaluation psychiatrique de Catherine révéla ce que tout le monde savait désormais. Elle avait un schéma de manipulation et d'abus remontant à des décennies. Elle fut inculpée de séquestration, maltraitance sur enfants et dépôt de faux rapports. Son procès prendrait des mois. Le mardi avant le départ de Brian, nous nous assîmes dans le parc où tout avait commencé, là où son père m'avait sauvé des brutes, ce qui semblait dater d'une autre vie. Je ne t'ai jamais vraiment remercié, dit Brian. Pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si, je dois. Il sortit une petite boîte emballée. Papa et moi t'avons pris quelque chose. À l'intérieur, il y avait une boussole accrochée à une chaîne. Simple, élégante. Pour que tu saches toujours dans quelle direction aller, expliqua Brian. Même quand tout le monde est perdu. Je la passai autour de mon cou aussitôt. Ça semblait juste. Le jour du déménagement arriva bien trop vite. Tout le quartier regardait pendant qu'il chargeait le camion. Certains avaient la décence d'avoir l'air honteux. D'autres se contentaient de fixer. Le père de Brian me serra la main. Tu nous as sauvé la vie, dit-il simplement. Je ne l'oublierai jamais. Prends soin de lui, dis-je. Toujours. Brian me serra dans ses bras avec force. Meilleur ami pour toujours. Pour toujours, confirmai-je. Je regardais leur camion disparaître au coin de la rue, la boussole lourde contre ma poitrine. Maman passa son bras autour de moi. Tu as fait quelque chose de bien, dit-elle. Même si ça fait mal maintenant. Ce soir-là, je m'assis devant mon ordinateur et je commençai à taper. Pas une autre vidéo, ni un exposé. Juste un message simple. Parfois, la vérité coûte tout. Parfois, on perd son meilleur ami pour le sauver. Parfois, avoir raison fait plus mal qu'avoir tort, mais la vérité compte. La justice compte. Et parfois, c'est un gamin de 12 ans qui doit le rappeler aux adultes. Je publiai, puis refermai mon ordinateur. Demain apporterait d'autres défis, d'autres batailles, sans doute. Le procès de Catherine approchait. La communauté était toujours fracturée. Certaines personnes ne me pardonneraient jamais d'avoir exposé leurs mensonges confortables. Mais ce soir-là, je serrai la boussole dans ma main et je me rappelai le sourire de Brian au tribunal lorsque la juge avait dit qu'il était libre. Ça rendait tout ça digne. Mon téléphone vibra. Un message de Brian. Bien arrivé dans l'Oregon. Papa sourit. Un vrai sourire. Merci. Je souris aussi. Un vrai sourire. Pour la première fois depuis des mois.